quand j'ai commencé à comprendre ce que c'était que de m'assumer entièrement dans ma sexualité, que j'étais sur le mec et que j'avais l'impression que c'était moi qui le baisais et pas lui qui me pénétrait, mais que c'était moi qui le... Tu vois. Salut, c'est Lisa et Camille et vous écoutez Débauche, le podcast Femtasy qui donne envie de ken. Alors Femtasy, c'est la première plateforme d'audio érotique pour les femmes. Sur Femtasy, on a tous les fantasmes, du plus vanille au plus hardcore. Donc vous vous en doutez, ce podcast va envoyer du lourd. À chaque épisode, nous recevons une invitée pour parler bien, parler sexe. Et parce que nos invités sont beaucoup trop cool, elles vous ont sélectionné leur audio préféré que vous pouvez découvrir en vous inscrivant à notre newsletter. Et non seulement vous aurez accès à leurs recommandations, mais vous pourrez également explorer gratuitement plus de 300 audios sexy canons, tout ça. Et vous trouverez l'accès dans la description de l'épisode. Si vous avez le réflexe d'éteindre la lumière pendant l'amour, si vous préférez l'infection urinaire plutôt que de vous lever et de devoir marcher nu devant votre amant ou amante resté sous la couette, si vous avez l'impression parfois de sortir de votre corps pour vous regarder bouger pendant le sexe, complètement déconnecté de vos sensations, vous avez peut-être des complexes. Alors, on panique pas, parce que d'après une enquête menée par l'IFOP pour femmes actuelles, 61% des Françaises reconnaissent se sentir mal à l'aise en maillot de bain. Donc bon, notre rapport au corps, c'est pas encore ça. T'en penses quoi, toi, Camille ? Ça mérite bien qu'on s'attarde sur la question, non ? Pire. Ô combien d'entre nous se sont déjà repositionnés, allongés sur la serviette de peur d'avoir le petit bourrelet. Et plus encore, les poils. Parce que les complexes explosent avec la même endurance que des bourgeons en été. Dis-toi que 39% des sondés ne supportent pas les poils sur les aisselles ou les jambes mal épilées. On en est encore là. Ok, goddamn. Ok, so aujourd'hui, on va parler corps, on va parler grandes lèvres, on va parler popo post-anal. Ouais, j'ai lâché le mot popo. Et ouais, vous êtes sur un podcast super sexy. Bref, on va parler de sueur, de poils, de fluide, on va parler vrai. Et on a voulu accueillir parmi nous une invitée pour nous parler de son expérience ou encore du jour où elle s'est dit « nique les complexes ». Marine est notre invitée aujourd'hui. Allez, c'est parti. Je suis débauchée. Tu es débauché. Nous sommes des débauchés. Ceci est Débauche. Alors, trop cool de te recevoir. Marine, comment ça va ? Ça va très bien. Ravie d'être là avec vous. Ouais, en plus, tu nous parles d'un sujet trop important qui va, je pense, parler à toutes et tous, enfin, plutôt toutes nos auditeuristes, disons-le. Et on s'est dit, est-ce que tu as une petite anecdote pour nous ? Une anecdote que j'aimerais partager. Je pense que c'est vraiment autour de ma pilosité. Je peux apprécier d'avoir mes poils sous les aisselles et les jambes. Mais par exemple, ma pilosité pubaire, elle peut vraiment changer en fonction de mes désirs sexuels et en fonction de comment je me sens par rapport au regard de l'homme. Est-ce que c'est une anecdote ou est-ce que c'est une confidence ? Je sais pas. C'est parfait. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement ? Pourquoi tu as eu l'impression que le regard de l'homme te stresse ou te met mal à l'aise ? Je trouve que l'homme peut donner un petit peu son avis sur le plaisir qu'il va me donner en fonction de ma pilosité pubaire. What ? Attends, donc il va faire le lien. Donc un amant va faire le lien entre tu vas prendre plus ou moins plaisir en fonction de la quantité de poils sur ton pubis. Exactement, et sur mes lèvres. Dingue, ça. Ouais, complètement. Et est-ce que c'est assez banal. C'est même quelque chose... C'est commun, genre... Je trouve que c'est assez commun, surtout quand... alors... il va dire tu jouis pas, mais c'est parce que t'as des poils. Je vais pas te donner de plaisir oral parce que t'as des poils. Ah, ok. Ouais. Et t'as eu l'impression que ça arrivait plusieurs fois, justement ? Ça arrivait plusieurs fois, d'en discuter en amont aussi, ou d'en rediscuter, pas forcément en face, mais plus... caché derrière le téléphone, revenir dessus. Ok, pourquoi tu m'as pas donné de plaisir ? Est-ce que t'aimes ça ? Est-ce que t'aimes pas ça ? Oui, mais en fait, c'est parce que j'aime pas trop les poils ou je préfère quand il y en a pas. Oui, j'aime bien ça, mais en fait, je préfère quand il y en a pas. Donc, si tu veux faire l'effort, c'est un petit peu caché. C'est pas forcément frontal, tu vois, mais il y a vraiment une histoire là-dessus de pas forcément se lâcher si j'ai des poils sur les lèvres, ouais, carrément. Waouh. Et tu sens que ça modifie justement un peu ton rapport ? Et en fait, ça ou tu penses après ? Ça dépend de... Alors, il y a des hommes qui s'en foutent complètement et merci à eux, vraiment.
Je pense que, enfin, là, je peux aussi parler des femmes. J'ai pas eu de rapport sexuel avec des femmes, donc je sais pas ce que ça donne de ce côté-là. C'est vraiment d'un point de vue hétérosexuel. Il y a des hommes qui m'accueillent complètement et qui me donnent du plaisir avec mes poils, et merci à eux. Mais il y a aussi des hommes qui vont pas vraiment y aller et puis qui ensuite vont me dire pourquoi. Et là, dans ce cas-là, ouais, ça peut à certains moments me donner des petites appréhensions. Je vais pas dire des complexes, mais je vais me dire: «Ah, j'ai pas envie d'y penser, donc je vais m'épiler avant de rencontrer le mec». Et après, j'ai d'autres anecdotes là-dessus parce que ça fait que parfois, je vois pas le mec à cause de ça. Genre, je m'épile avant de le voir et le mec annule le rendez-vous. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et là, t'es là, non, j'ai dépensé 70 balles. Ça m'est arrivé. Oui, puis j'ai souffert, j'ai eu de la douleur et je suis passée par cette étape pour me retrouver toute fraîche et sans mec. Et ça m'est vraiment arrivé plusieurs fois d'affilée. Pour ce qui est du body, je crois aussi que tu as eu pas mal de complexes à ce niveau-là. Est-ce que tu peux aussi nous parler de ça ? Complètement. Depuis très jeune, mon rapport au corps a été pas simple, on va dire. Éducation familiale, les dictates de l'époque, il faut être mince, il faut être belle, il faut avoir un ventre plat, ce genre de choses. J'ai eu des petits TCA, troubles du comportement alimentaire. C'était pas du tout de l'anorexie, c'était pas du tout de la boulimie dans le sens où enfin voilà, j'avais pas de rejet ensuite, j'allais pas vomir quoi. C'est plutôt de l'hyperphagie, donc je mangeais beaucoup, beaucoup et je gardais tout. Et je faisais ça le maximum avant que ma mère rentre à la maison. Donc je mangeais et ensuite je savais que j'allais être un peu interdite de manger ce que je voulais devant elle. Donc c'était un petit peu des gros moments de stress, ce qui fait que je prenais du poids. Donc forcément, je recevais un peu un côté punition, jugement sur mon corps assez jeune. J'ai pris du poids très, très vite vers mes 17 ans. J'ai pris peut-être 10-20 kilos. Donc j'ai fait La puberté aussi, c'est puberté, toujours, prise de la pilule, tout bien ça. sûr, Donc j'ai pris beaucoup de poids. Donc à ce moment-là, j'ai développé beaucoup de complexes. Et puis je les ai perdus. Et en fait, je me suis pas rendu compte que je les avais vraiment perdus et j'ai gardé ces complexes. ouais. Et même en étant une fille presque un peu trop mince, j'avais encore ces complexes-là. Et ensuite, je me suis dit, fuck it, j'en ai marre, je m'aime comme je suis. Et j'ai repris du poids et je me suis même pas rendu compte que j'en avais repris. Et c'est en me voyant en photo que j'ai compris que j'avais vraiment pris du poids. Et il y a des femmes aussi qui m'ont félicité d'être pour mon enfant. Je me suis dit, waouh, ok. Donc c'était assez percutant, Wow. troublant. Ah ouais, mais du coup, en fait, tu as vu ton corps complètement changer. C'est Et tu de l'as vu dans la le regard des dysmorphie, autres, quoi. Ouais. de ouf. Complètement. Et à un moment donné, tu dis j'allais dire Nikoumouk, mais je peux pas dire ça. Les meufs, déjà, en coulisses, se foutaient de ma gueule parce que j'ai dit Après, Nikoumouk. on adore Personne ne dit ça. Ok. Donc, à un moment donné, tu t'es dit, Nick, les complexes, c'est bon, je m'aime comme je suis. Et tu te souviens, qu'est-ce qui a provoqué cette prise de conscience, ce changement de rapport au corps ? Alors, je pense que ça a commencé surtout au niveau de la pilosité. C'est une youtubeuse qui s'appelle La Carologie. Mhm. Carolina, une nana de Suisse. Je ne sais pas si vous la connaissez ou Moi, pas. ça me dit rien du tout. Et cette femme a fait une sorte de manifeste sur YouTube en disant pourquoi j'ai décidé de garder mes poils. Et en fait, c'est vraiment dans son discours que je me suis rendu compte que je me réappropriais déjà mon corps et ma féminité et mes droits, en fait, en les gardant. Et les garder, tu veux dire jambes, aisselles, pubis ? Jambes, aisselles, pubis, ouais. Ça a vraiment été... Et c'est devenu... C'était vers quel âge ? Je pense que je devais avoir 23, 24 ans, quelque chose comme ça. Et avant, tu avais déjà eu l'envie et tu n'avais pas passé le cap ? Ou c'est en voyant justement la vidéo que tu t'es dit « Oh, en fait, je vois pas pourquoi je En fait, je pense qu'au niveau du pubis, c'était une flemme. On en parle ou pas. Une flemme de m'en occuper tout le temps, quoi. Voilà. Et puis la fréquence et puis l'argent. Donc, oui, surtout, j'ai l'impression que c'est bien. Bon, ça fait, je pense, peut-être 9 ans que je m'épile aucun poil à part les sourcils, parce que sinon, c'est quand même dangereux pour moi. Mais, et pour les autres. Je n'y vois plus. Qu'est-ce que je disais ? Ouais, mais je me souviens, lorsque je m'épilais encore la chatte,
Oh putain, le sillon interfessier, on en parle ou pas? Le moment d'humiliation, en général. Moi, je trouve ça assez drôle, personnellement. Ça me fait rire. Mais c'est quand je me souviens, quand j'ai vraiment break the news, quoi, au mec, genre en mode, ah non, mais tu vas en frontal, sur le ventre, et t'écartes tes fesses, quoi. Et puis, Mais il y a différents. Tu te fous de ma gueule. Oui. Il y a différents. Mais moi, je vous trouve très... Enfin, moi, j'arrive pas à passer le cap. Là, j'y étais avant-hier. Et oui, elle m'a fait mettre mes jambes derrière la tête. Et je me suis vraiment retrouvée en me disant, t'as les jambes derrière la tête, où elle est là en mode, mais tout va bien. Et je suis là, non, en fait, tu as vraiment la tête dans mon anus, quoi. Enfin, c'est vraiment le cas, vu que t'es en train de me faire l'interfessier. Et j'arrive pas. Enfin, il y a quand même un truc dans lequel j'ai grandi qui est très difficile de passer, quoi. De dire, OK, ouais, même à la plage, même vis-à-vis de passer le cap. Ben, le truc qui a été un moment déclencheur pour moi, c'était quand je me suis rendu compte, quand j'ai été plus à l'aise avec ma pansexualité, et que du coup, j'ai commencé à être avec des femmes et des personnes non-binaires. Et en fait, être avec des femmes, je trouve ça tellement attirant, en fait, des meufs qui ont les poils sous les bras, je trouve ça tellement sexy, que du coup, je me suis dit, OK, essaie d'avoir le même amour pour toi-même, en fait, et d'être plus à l'aise avec ton propre corps. Mais honnêtement, en étant restée dans l'hétérosexualité, je suis pas sûre d'avoir pu passer le cap non plus, tu vois. Donc voilà, soyez toutes lesbiennes. Pour aimer vos poils. Pour devenir. mais et puis, il y a aussi, faut le dire, la manière dont on a grandi, c'était vraiment le côté Barbie, c'est vraiment ça. Il n'y avait pas de poils. On était, tout ce qui est clitoris, vulve, était hyper imagé. On savait même pas à quoi se référer, étant donné que les livres nous en parlaient même pas en SVD ou quoi que ce soit. Donc, on se disait que c'était normal aussi de pas avoir de poils. Les seuls modèles, c'était la chatte lisse, quoi. Ouais. Moi, je me souviens, en 5e, m'être entièrement rasé le pubis, quoi. Entièrement, presque sans crème, quoi. En 5e, c'est 12 ans, ça, En 5e, déjà, moi, j'étais un petit peu... je m'intéressais à la sexualité assez jeune, on va dire. Voilà, j'avais déjà un mec et tout, c'était... T'as vu du porno, tu penses, pour te dire qu'il fallait que tu l'épiles? C'était quoi ta représentation? C'était entre copines. Je crois qu'on en a parlé entre copines. Et j'ai tout enlevé et je m'en suis voulu. J'ai pas compris pourquoi j'avais fait ce geste. Et je m'en suis voulu sur le coup, à 12 ans, d'enlever toute ma pilosité. Déjà, la culpabilité et la honte, d'une certaine manière. D'être à blanc, quoi. Ouais. Donc, il n'y a pas de bonne raison, il n'y a pas de bonne solution, en fait. Soit tu as des poils et tu as le seum, soit tu n'as pas de poils et tu as honte, quoi. Super. Trop bien d'être une meuf. Ouais, après, je pense que... Moi, je reviens sur la pilosité. La manière de la réaccepter, ça a été de la garder, ça a été d'en parler à mon copain de l'époque et de lui dire... Mais en fait, j'ai envie de garder mes poils. Est-ce que tu les apprécies? Qu'est-ce que tu en penses? Essayons de faire ça ensemble et tout. Et donc, ça a été pas mal de discussions. Et en fait, il y a eu des discussions, des discussions sur ce que lui ressentait aussi et le regard que lui, il avait sur la pilosité qui était nouvelle, en fait. Ouais. Déconstruire aussi un regard hétérosexuel d'un homme, tu vois. Ouais. Mais c'était intéressant de le faire avec lui et d'être avec quelqu'un tout de même quand même bienveillant avec qui on pouvait communiquer et se dire OK, il faut que je m'y fasse, c'est un peu dur, mais je vais m'y faire. Mais il y avait vraiment cette étape-là quand même, quoi. Ouais. Pour l'homme aussi d'accepter. En fait, on a fait cette transition ensemble. Et surtout, quand tu nous parles, tu as aussi la double thématique. Du coup, tu avais avec la pilosité et en plus avec ce que tu nous disais aussi sur le poids. Sur le poids, que tu moi, doublais, c'était... en fait, je pense que c'est... Quand j'ai commencé à accepter ma pilosité, mon corps était... surtout mon ventre, on va dire. Moi, c'est vraiment le ventre pour lequel j'ai des complexes. J'adore mes grosses fesses, j'en suis fière. Heureusement que je les ai. Mais c'est vrai que le ventre, c'est ce qui me complexe le plus. Et quand j'avais mes poils, quand j'ai découvert mes poils, j'avais peut-être moins de ventre. C'était un moment où j'étais peut-être moins complexée sur mon ventre. Donc, heureusement, j'avais pas tout en même temps. Ouais. Mais maintenant, j'ai peut-être plus le complexe du ventre et mes poils sont complètement assumés, quoi. Donc, c'est petit à petit, on va dire. Et est-ce que, par exemple, pendant... parce que, bon, moi, ça vient beaucoup plus tard, les complexes, bizarrement. Je pense que tu as différentes étapes. Mais est-ce que tu as déjà eu aussi l'impression que dans tes rapports ou dans les moments intimes, ton corps a posé problème aussi, au même titre, et que ça a pu modifier la manière dont tu interagissais aussi avec ton partenaire? Complètement. Il y a, pendant pas mal d'années, je pense, de ma première relation sexuelle à il y a peut-être 1 an ou 2, je pensais plus à ma performance et aux positions du corps et à la plasticité de mon corps
par rapport au regard de l'homme, donc vraiment le male gaze, quoi, qu'à mon plaisir et mon désir. C'est ça. Qu'est-ce qu'il voit lui en ce moment, ouais. Donc, en fait, j'étais vraiment cette représentation presque pornographique pendant l'acte, quoi. Ouais. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis belle? Est-ce que, genre, je suis élégante? Est-ce que je suis désirable? Est-ce que... On voit pas le bourrelet là. Par exemple, ou est-ce que là... Enfin, je me souviens à un certain moment quand j'ai commencé à comprendre ce que c'était que de m'assumer entièrement dans ma sexualité, que j'étais sur le mec et que j'avais l'impression que c'était moi qui le baisais et pas lui qui me pénétrait, mais que c'était moi qui le prenais. Tu vois, c'est moi. Voilà. C'est moi l'homme, ça m'énerve. Et en fait, vraiment, j'ai l'impression, tu vois, que c'est moi qui le prends. Là, je me suis dit, waouh, t'es bestial et tout. Et là, mon ventre, il est sur lui et je suis une bête, quoi, tu vois. Je suis vraiment masculine. Il y a mon masculin en moi qui sort. Mais c'est tout récent, quoi. Ouais, bien sûr. C'est tout récent et j'accepte cette part de moi. Oh, j'adore les frissons, quoi. Mais ça a mis du temps, quoi. Est-ce qu'il y avait des positions où tu disais je peux pas faire parce que, avant ça, lorsque tu étais encore dans un rapport un peu de représentation de ton corps, où tu disais ouais, ça je peux pas faire parce que j'ai pas l'air cool ou on voit trop mon corps. Oui, précisément cette position dont je t'ai parlé, quoi. Ouais. Dessus, mais vraiment les jambes accroupies sur le mec, quoi. Pour avoir pour être... Une praticité totale. C'est ça, c'est-à-dire que tu n'as pas trop de courbatures, tu vois. C'est un peu des sortes de squats, comme quand t'es en Inde et que t'es vraiment très souvent sur les pieds, tu vois, que t'es un peu accroupi sur les pieds, voilà. C'est une technique pour performer dans la longueur. Même l'expression du visage, en fait, de vouloir contrôler ses expressions du visage, alors qu'en fait, c'est tellement beau de s'exprimer tel qu'on est, et c'est le seul moment où on peut le faire, quoi. C'est clair. Presque. Ouais. Dans la vie, on est tout en train de sourire, et en fait, c'est le moment où... Non, mais c'est vrai. Le seul moment où on peut le faire, c'est là, quoi. Ouais. Sauf qu'en fait, quand tu penses à tout ça, tu peux pas en fait vraiment kiffer parce que t'es là en mode ok, ma position elle est comme ça, ok, on voit pas le petit bourrelet, ok, ma face elle est pas trop expressive, ok, bye. Et en fait là du coup, pour avoir ta jouissance ou ton plaisir, c'est un peu c'est la dernière étape, quoi. Donc c'est hyper compliqué. Et quand est-ce que tu t'es dit genre fuck it, maintenant j'ai passé cette étape là et je vais est-ce que t'as eu un déclic ou un moment particulier qui t'est dit mais genre j'emmerde mes complexes? Je pense que c'est par étapes. Être en couple, ça m'a vraiment aidée de me dire que le mec va pas me lâcher, que tu vois, je vais pas me faire quitter parce que je dis stop à mes complexes, tu vois. Donc je pense que ça a été hyper bénéfique. Ça fait 3 ans que je suis plus en couple, donc du coup je redécouvre un petit peu. Mais mon dernier partenaire vraiment amoureux m'a tellement aidée, quoi, à plus avoir de complexe, puisqu'il était tellement dans l'abandon, lui, total, et dans le plaisir et dans le désir, sans jugement, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment grâce à lui que j'ai arrêté d'avoir des complexes. Et maintenant, en fait, j'en parle un petit peu. Je vais pas avoir des relations avec un inconnu sans me poser mes bases. Donc, je vais lui parler de pilosité avant, je vais lui parler de... Enfin, je vais un peu sonder la personne pour pas me sentir en fait mal et pour pas me flageller avec un homme pas déconstruit, quoi, on va dire. Ouais. Donc je fais attention, ouais. Ce que tu parlais, quand tu as mentionné la lumière aussi, moi ça me parle vachement parce que je me souviens, j'ai vraiment un souvenir très très clair de la première fois quand j'étais plus jeune du coup où il y a eu j'ai du coup fait du sexe oral, donc le mec m'a fait un cuni et c'était lumière, vraiment genre hôpital, tu vois, c'était vraiment plein, tu vois, genre et le moment c'est ça. Ouais, le moment où t'as vraiment là l'impression d'être sur un shooting de porno, quoi, et tu dis oh là là, il va voir les moindres détails, quoi. Et ça, franchement, je me souviens que tu sais, t'as le moment ralenti, tu vois, le mec qui descend au ralenti, ton cœur bat la chamade, et t'es là, ok, ça va se passer. Mais du coup, ça, c'est vraiment, je pense, l'esthétique de la vulve, c'est toujours un truc, il y a plein de meufs aussi qui se font refaire les lèvres, hein, donc il y a vraiment ce côté de genre vouloir ressembler à une Barbie aussi à ce niveau-là, quoi. Et ça, j'ai quand même l'impression que ça évolue de plus en plus. Et toi qui habites à Berlin, est-ce que tu as l'impression que le rapport justement à la pilosité, au complexe, au corps, il est
il est différent d'une autre? C'est une super bonne question parce qu'en fait, effectivement, j'ai grandi en France et donc les modèles de représentation des corps, c'était soit ma mère et ma sœur, soit le porno. Et encore, j'ai regardé du porno assez tard, mais du coup, j'avais une vision qui était quand même très singulière, enfin vraiment, pas très plurielle. Et puis, j'ai déménagé en Allemagne et à Berlin, du coup, on est en Allemagne de l'Est. Et là, il y a un rapport au corps qui est vraiment complètement désexualisé. Donc, en fait, tu t'es tout le temps à Walp, mais tout le temps tout nu. C'est un truc de gueudin. Non, mais vraiment. Ah, mais dans la rue. Non, mais t'as des petits-enfants qui sont tout le temps nus, qui jouent dans la rue nus. Mais genre, à Paris, on serait là, mais appelez les services sociaux, qu'est-ce qui se passe, tralala. Et genre, typiquement, c'est dans toutes les piscines municipales à Berlin, les femmes peuvent être topless. Ça, c'est incroyable. On peut être topless dans les parcs. Genre, il y a un rayon de soleil, les Berlinois sont à Walp dans les parcs en train de bronzer. Dans tous les lacs, parce qu'il y a énormément de lacs dans la région de Berlin, tout le monde se baigne nu. Parce qu'il y a ce rapport au corps, je pense qu'il vient aussi de l'URSS, tu vois, enfin, ex-URSS, qui était le côté de genre, qui est vraiment de désexualiser. C'est un rapport très... Enfin, vraiment... je sais pas comment dire, en fait, ça se ressent vachement. Et on le voit d'ailleurs, dans les festivals sex positifs qu'on a à la fois en Allemagne et en France, tu vois, le même type de festival sex positif, en Allemagne, quand on se met nu, ça tourne pas tout de suite en sex party, alors qu'en France, quand on se met nu, vu que c'est hyper sexualisé, les corps sont très érotisés, ça part, ça y est, c'est la fête du slip, tout le monde est en train de ken dans tous les coins. Donc en Allemagne, honnêtement, je me dis, si j'avais grandi en Allemagne avec beaucoup de corps nus autour de moi, de tous les âges, parce qu'ils vont tout le temps, ils ont une culture du sauna aussi, tu vois. Donc si j'avais vu tous ces corps nus, j'aurais grandi avec plein de représentations et je me serais sentie plus normale. Merci, carrément, je suis totalement d'accord. Tu vois, le nombre de festivals qu'on fait ou quand t'oses déjà te mettre en soutif ou bail ou truc, t'as direct le sein ou direct les jambes, t'as quand même l'impression qu'il y a une connotation sexuelle ou truc, ou complexe, tu vois. Complexe. Moi, récemment, j'ai fait on dansait comme des folles et comme des fous à un concert et j'avais très très chaud et j'avais juste une petite brassière et un t-shirt par-dessus la brassière et j'ai eu envie. À un moment, j'étais mais j'ai trop chaud, j'ai beaucoup trop chaud. Je voyais toutes les nanas qui se déshabillaient parce que tout le monde avait super chaud. Et je me suis dit, là, tu es à un moment de ta vie où soit tu vas dans l'amusement, soit tu restes dans ton blocage de ventre, de complexe. Et en fait, il y a un moment, j'ai fait fuck it. Et j'ai enlevé mon pull. Et j'ai balancé. Et j'étais juste... C'était pas une histoire de sexualité, c'était juste mon ventre, quoi. Ouais. Juste genre l'égocentrisme du ventre et du complexe. Ouais. Et j'ai fait fuck it. Et en fait, genre... une pote à moi est venue me voir, elle m'a fait un gros câlin. Et c'était pas du tout pour ça, mais ça m'a fait trop de bien. C'était genre vraiment bravo d'être écouté et de vivre, en fait, tout simplement. Carrément. Et de pas avoir tes putains de complexes qui te suivent tout le temps, mais tout le temps, quoi. Ouais. C'est fou. Et est-ce que vous avez l'impression que ça évolue, au fur et à mesure des années? Parce que moi, j'ai l'impression que les nouvelles générations, avec les réseaux, avec Insta, il y a quand même une libération hyper forte de la parole, donc peut-être qu'ils s'amenuisent, mais tu as aussi tout ce qui est revenge porn, tu as un peu le contrebalancement, mais j'ai quand même l'impression que ça va dans le bon sens, et que le fait d'en parler, de se libérer au fur et à mesure, et d'en parler à son partenaire, et d'oser, et d'assumer ses poils, c'est quand même de plus en plus affirmé. Ouais. Ouais, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui. Après, je me dis... putain, je vais parler comme une boumeuse, tu vois, mais je me dis... les réseaux sociaux, mine de rien, tu vois... c'est clair, c'est à double tranchant. Ouais, c'est à double tranchant. Voilà, parce que du coup, tu vois, on suit toutes genre 20, 30 influenceuses, tu vois, et même si, body positivity, tralala, ça reste, mine de rien, une vie qui est policée, qui est lissée, extrait, tu vois, tout ça. Donc, et puis, il y a quand même il y a de plus en plus de censure, mine de rien, niveau sexualité des femmes, même si on a on libère la parole d'une part, on est quand même vachement censuré sur les réseaux. Il y a beaucoup de comptes sex positifs, tu vois, qui montrent la réalité des corps, etc., qui se font fermer, quoi. Donc, mine de rien, je pense que c'est encore... faut encore qu'on se batte. T'as encore une petite hypocrisie, genre en mode parlez-en, mais pas trop, et parlez-en de manière bien censurée. Exactement. Comme nous, on valide. Par contre, il y a un mouvement, moi, qui m'a vraiment libérée. Je sais pas si c'est pareil pour vous, c'est la body neutrality. En fait, je me souviens, moi, le body positivity, ça m'a toujours saoulée de ouf. J'ai dit, ok, trop bien. Maintenant, il y a Dove qui met des pubs de gens qui sont un peu, qui ont des curvy, tralala. T'as différents types de corps. Mais mine de rien, je trouvais que c'était quand même encore des corps qui correspondaient à certaines normes esthétiques, tu vois.
Et ben, tu vois, qu'on me dise aime-toi, 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 je dis, mais écoutez, les gars, je vais jamais aimer mes jambes, mais genre, lâchez-moi la grappe, je les aime pas. Voilà, et j'arrive pas à changer. Il faudrait me laver le cerveau, me faire une rééducation, il faudrait changer ma relation avec ma mère. Mais bon, dans les faits, voilà, il se trouve que j'aime pas mes jambes et je les aimerai jamais. Voilà. Mais en fait, la body neutralité, ça veut dire prendre son corps comme un véhicule vraiment qui te permet, enfin, en l'occurrence avec la sexualité, un véhicule de plaisir et pas comme un objet esthétique. C'est-à-dire que tu commences j'apprécie maintenant mes jambes parce qu'elles me portent, parce que je danse avec elles, parce qu'elles me font faire plein de trucs, et pas pour leur objet esthétique. On s'en bat les steaks au final. Donc la body neutralité, ça permet de te sortir en fait d'un rapport, de l'apparence et d'un rapport esthétique à ton corps. Et moi, ça m'a détendu du fion, quoi. Voilà. Non, et ça me fait penser, bon, c'est un peu loin, mais à l'injonction un peu à aller bien ou un peu au bonheur ou à s'aimer. Il y a des moments, non, ça va pas aller. C'est toxique, ces histoires. Ouais, c'est genre, mais si, souris, mais si ce matin ça va, mais si tu vas t'aimer, mais si t'aimes ton corps, genre, non, pas ce matin, j'ai pas envie. Enfin, tu sais, t'as aussi cette injonction qui parfois devient complexante. Voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Ouais, mais aussi à certains moments, tu te réveilles le matin et tu te fais waouh, qu'est-ce que je suis belle! Et c'est agréable aussi. Moi, j'aime bien me regarder dans le miroir et plutôt, ouais, c'est ça! Exactement. Plutôt que de dire oh là là, j'ai un peu de ventre, je vais me dire mais regarde ton boule, quoi! Regarde comme il est beau! Moi, je l'ai. En fait, je l'entendais beaucoup des hommes, tu vois, enfin, en tout cas, de mes partenaires sexuels, on va dire. Parce que je veux pas parler que d'hétérosexualité, mais qui me disait mais ton boule est incroyable, quoi. Je disais ok, puis je l'entendais souvent, ok, mon boule est sympa et tout ça. Puis même mes potes, même cet été, une de mes meilleures potes qui est venue, elle m'a dit mais oh mon Dieu, ton cul, on veut le voir là, hein, désolée. On attend. Je vous montrerai après. Mais et en fait, du coup, j'ai tellement entendu que je me suis dit, ok, focus là-dessus, tu vois. Plutôt que ma voisine qui m'a dit, ah, ça y est, vous avez accouché. J'étais là, mais pardon. Mais attends, mais qui fait ça? Mais pardon. Ah non, mais c'est trop drôle. En fait, il y a une année, c'était l'été dernier. 3 personnes d'affilée m'ont dit félicitations pour ton baby, quel est ce petit être merveilleux que tu portes en toi, et la voisine qui me dit, la voisine en plus, donc ça veut dire qu'elle me regardait de chez elle parce qu'on se parle pas, la voisine et moi, quoi. Oh là là. Ah, vous avez accouché? Et j'étais là, mais de quoi vous parlez? Attends, ça voulait dire que j'avais perdu du poids, en fait, finalement. Ça voulait dire que votre ventre est plat, donc vous n'avez plus d'enfants, quoi, tu vois. Et je connais des femmes aussi, on sert à ça. Pardonnez-moi, on ne se connaît pas, d'où vous me posez cette question. Elle m'a dit, on est entre nanas, justement. On peut en parler. Je lui ai dit, mais non, on peut pas en parler, en fait. D'une, on ne se connaît pas, et puis, ça, c'est hyper intime, et puis c'est hyper vexant. Donc, j'aurais pu continuer à focus sur mon ventre, ou me dire, tout le monde me parle aussi de mon boule cette année. Alors, on l'aime, on le regarde, et on danse avec, et on le met en valeur. Ouais, de voilà. Ouf. Donc maintenant, c'est ça. Il y a un truc aussi, je trouve ça, pour parler encore du poids, que moi, j'aimerais vraiment encourager mes potes, en fait, à changer, qui est de se féliciter lorsqu'on perd du poids. Et je suis là, mais les meufs, mais en fait, moi, j'ai peut-être pas envie de perdre de poids. Tu vois, genre, j'ai perdu quelques kilos, c'est ça te va trop bien, t'es trop belle, machin truc. Alors que moi, je suis là, mais en fait, peut-être que je me sens pas bien dans ma vie. Peut-être que je suis stressée, que j'arrête de manger. En fait, t'as l'impression que par moment, tu projettes, toi, tes propres émotions sur l'autre. Par exemple, cette femme-là, peut-être que je sais pas, dont tu nous parles. Et donc, du coup, t'es là en mode, mais en fait, t'es en train de projeter ce que t'as envie d'entendre, mais pas du tout moi. Enfin, tu vois, dans mon espace vital et dans mon intimité. Et en fait, ça me blesse plus, enfin, tu vois, que autre chose. Ouais, donc, on reste sur l'idée de... on aime son boule. On aime son boule. On aime son boule. On aime son boule, on aime ses vergetures, on aime ses poils. Moi, je trouve que les poils sous les aisselles, ça a créé, en tant que photographe et tout, ça a créé une sorte de contraste avec les tétons qui met vachement en valeur les seins. Beaucoup plus. J'ai tenté de les enlever et de re-regarder mes seins. Et en fait, je trouve que je vois moins bien mes seins quand j'ai pas de poils que quand j'en ai. Faites-vous pousser. Essayez. Je conseille à tout le monde d'essayer et de regarder ses seins et de se dire ah ouais, on les voit vachement mieux en fait que quand il n'y a pas de poils. Mais est-ce qu'ils existaient avant d'ailleurs? J'ai un truc chelou, moi, mais c'est genre je suis complexée par le comment t'appelles ça? Par la plante de mes pieds.
C'est chelou, pire comme complexe, quand même. Ah non, mais attends. Ça arrive pas souvent. Ah, c'est chelou, hein. Mais c'est pas parce que c'est plat ou quoi que ce soit. C'est juste que, genre, je suis une vraie hobbit. En fait, je marche à pieds nus tout le temps. C'est et bien. Du coup, j'ai genre les pieds un peu, tu vois, qui peuvent... Je peux marcher sur des cailloux, je le sens pas, tu vois. Donc, c'est un peu dur, quoi. Et du coup... t'as Berlin, dans une montagne. J'adore, je vais venir te voir. Non, mais tu vois, et je marche tout le temps pieds nus. Et du coup, donc j'ai de la... Je sais pas comment on appelle ça, enfin, je trouve plus le terme, mais genre j'ai de la corne. La corne, voilà, c'est le terme. J'ai de la corne sous les pieds. Et genre, il y a certaines positions, parfois, où je me dis, j'y pense, hein, je me dis, on peut voir le dessous de mes pieds, c'est un peu la honte. Et c'est ouf, hein. Mais pour des fétiches des pieds, peut-être que justement, ils seraient en pleine... Oh non, ils seraient en PLS. Seigneur des Anneaux et de bas, ils sont là en mode « Waouh, c'est trop beau, c'est en PLS du pied, quoi. » Non, il y a quand même un complexe quand même, où je peux pas nier. C'est vrai que la vulve... Enfin, moi, au début, j'étais tellement désemparée de savoir si j'avais une vulve avec tout, en plus, les débats, les lèvres. Elles sont trop grosses, elles sont trop petites. On les voit trop, elles sont trop apparentes. Enfin, tout où je me suis posé beaucoup de questions. Et genre, à la limite, au début de ma sexualité, quand j'avais 14-15 ans et que j'allais déjà chez l'esthéticienne, j'avais envie de lui demander à elle ou à ma gynécologue, genre, est-ce que tout va bien? Enfin, genre, est-ce que, genre, c'est tout? Mais ouais, parce que tu sais pas, t'as pas de référentiel. Donc, du coup, tu sais pas, en fait, si enfin, ton vagin, enfin, tu sais pas, en fait, quel référentiel avoir. Donc, du coup, t'es hyper paumée. Donc, du coup, j'étais un peu, en plus, vu que je me faisais l'intégrale, bien évidemment, parce que c'était un peu la tendance, bah, t'es en plus à nu, quoi. Enfin, c'est-à-dire que... Tu peux rien cacher. Tu peux rien bien cacher. la montrer, ouais. Du coup, c'est vachement dur pendant les rapports, parce que t'as toujours un peu envie de te dire, mais genre, est-ce que tout va bien? Enfin, tu sais, t'en es à là à te dire, en fait... Ouais. Alors, merci beaucoup, Marine. Super intéressant. Bon, on pourrait parler de complexe tout le temps, pendant des heures. Mais du coup, là, on s'est dit qu'on allait passer à des moments un peu magiques. Un moment magique, un moment qui nous envoie dans les étoiles. C'est l'astrosexo. Quelle transition de faune. Alors, comme d'habitude, AstroKiff nous emmène dans les astres. Alors là, vu qu'on rentre dans son monde vraiment un peu chez Père, je vous conseille de découvrir quel est votre thème natal. Donc, vous pouvez aller sur les internets mondiaux et checker. Mon Dieu. Oui, mon Dieu. Interstellaire. Et checker quel est votre thème natal pour tout bien comprendre, parce qu'on va vraiment là dans les tréfonds de l'astrologie. Allez, on écoute ça tout de suite. Bonjour à tous, ici AstroKiff, on va parler du complexe et de l'astrologie. Alors, on va d'abord essayer de définir ce qu'est un complexe, parce qu'un complexe, en fait, finalement, ça peut être beaucoup de choses. Est-ce qu'il est psychique? Est-ce qu'il est social? Est-ce qu'il est physique? Est-ce que c'est tout en même temps? En astrologie, on va essayer de l'identifier en fonction, justement, de son origine. Alors, on a tous un thème natal. Dans ce thème natal, il y a plusieurs types d'informations à l'intérieur. Il y a vos signes, donc les 12 signes du zodiaque, il y a les maisons et il y a les planètes. Pour définir un complexe, on va avoir besoin de toutes ces informations-là et des placements de certains points précis. Par exemple, Vénus, dans un thème natal, représente tout ce qui est en lien avec la féminité, le corps, la femme. Donc, Vénus va avoir un rôle très important pour tout ce qui est des complexes, disons, plus physiques, en l'occurrence. Une Vénus qui est placée dans une maison, par exemple, une maison 12. La maison 12 en astrologie va être la maison de l'isolement, de l'enfermement. Dans ce cas-là, si dans votre thème natal, votre Vénus est placée en maison 12, on peut avoir un petit peu de mal à se laisser aller sur ce domaine-là. On va avoir du mal à s'aimer modérément ou avoir du mal à s'exposer complètement. Les placements de Vénus en maison peuvent beaucoup jouer sur comment Vénus va s'exprimer dans votre thème et s'exprimer chez vous. Si elle se retrouve par exemple en maison 12, on peut se retrouver un petit peu plus renfermé sur nous-mêmes. On peut avoir plus de mal à s'aimer, on va avoir un côté peut-être un peu plus autocritique. Ça peut être le cas aussi, c'est les placés en vierge, signe de l'autocritique aussi. Donc on peut avoir un peu plus de mal. Si Vénus dans votre thème natal est rétrograde, on va le voir avec un petit R qui est à côté de Vénus dans la représentation sur le thème. La rétrogradation, c'est quelque chose de tout à fait normal. Pratiquement toutes les planètes rétrogradent. Et une rétrogradation, ça donne un effet contraire à la planète. Par exemple, Vénus, c'est la féminité, la beauté, le corps, l'amour. Une Vénus rétrograde, ça va être je me sens sur le domaine physique, j'ai du mal à m'aimer modérément, je me sens pas forcément belle, je me sens pas forcément bien. C'est ce que peut traduire une Vénus rétrograde.
Amy Winehouse avait une Vénus rétrograde dans son thème natal. Donc bon, elle a eu plein de problèmes dans sa vie. Et en l'occurrence aussi, l'aspect physique, les troubles alimentaires, ça a aussi beaucoup joué dans sa vie. Et donc ça, c'est en partie des aspects dus à des Vénus qui sont un petit peu mal placés dans le thème. Quelque chose de primordial aussi dans un thème natal qui peut laisser penser à un complexe, ça peut être un ascendant en Vierge ou en Cancer. Donc l'ascendant en Vierge et en Cancer, c'est un ascendant qui garde beaucoup, beaucoup de pudeur. Donc parfois, la personne peut avoir un petit peu de mal à se mettre en avant. Donc en fait, ça peut être simplement de la pudeur, comme ça peut être aussi un peu plus profond. On peut aller vraiment sur du complexe on peut avoir du mal à s'exposer aussi. Saturne, c'est la planète de la construction et de la leçon. On a tous, chacune des planètes dans notre thème. Tout le monde a un Saturne, tout le monde a une Vénus, tout le monde a toutes les maisons, tout le monde a tout ça. Si Saturne est placé à un endroit, stratégique, il peut nous être bénéfique, mais d'autres fois, il peut aussi nous freiner. Par exemple, s'il peut être placé en maison 10 avec des aspects qui sont un peu dissonants, donc un petit peu en désaccord avec d'autres planètes dans sa position, on peut avoir du mal à s'affirmer dans notre vie professionnelle. On peut se sentir un petit peu complexé. Ou si c'est en maison 4, la maison de la famille, on peut avoir du mal avec nos origines, avec nos parents, avec notre condition. Bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous complexer en quelque sorte. Et Saturne peut jouer un rôle sur ça. Et la dernière planète qui peut avoir un rôle aussi un peu marquant, c'est Chiron. C'est l'astre de la guérison, l'astre guérisseur. Sauf que pour que quelque chose soit guéri, il faut déjà qu'il ait été malade. Donc là où Chiron va être placé, on sait qu'il va y avoir quelque chose à guérir sur ce terrain-là. S'il est placé en l'occurrence près de l'ascendant, qui représente le corps, on peut avoir une tendance au complexe physique. S'il est près de Vénus, on peut avoir, surtout chez les femmes, quelque chose à régler au niveau du corps, de sa féminité, etc., etc., en fonction de ses placements dans le thème. Super intéressant. Ouais, trop bien. Alors, merci AstroKiff. Moi, dès le début de son analyse, ça m'a vachement parlé, le fait de définir les complexes, les complexes sociaux. Moi, je pense que j'ai grave un complexe social. C'est-à-dire Alors, c'est pas forcément d'où je viens ou quoi que ce soit, c'est plus le fait... Ok, alors là, je me mets clairement à nu, merci, vulnérabilité, mais je pense que j'ai vraiment un complexe de jamais avoir eu un groupe de potes. Genre, je pense que j'ai des amis très proches, très chers, et je suis vraiment hyper chanceuse. Mais j'ai jamais eu la clique de potes. Jamais. Et bon, genre, vraiment, je pense que c'est juste pas qui je suis et l'énergie que j'ai. Et je pense que ça m'a... Encore aujourd'hui, j'en souffre un peu, tu vois, de me dire, j'ai pas le groupe de potes avec qui partir en vacances. Tu vois. Enfin, c'est le regard des gens qui disent quoi, t'as pas de groupe de potes, ou c'est toi de te dire, j'ai pas réussi à m'intégrer dans un groupe, donc je dois pas être assez cool. C'est ça, complètement. Ouais. C'est vraiment de me dire, tu vois, dans tous les films, les séries pour ados, ils ont tous leur groupe, ouais, exactement, genre leur groupe de potes, etc. Et je me suis toujours dit... ah ouais, pourquoi pas moi, quoi. Donc je pense que le complexe social, c'est un truc assez intéressant à creuser. Et à l'inverse, je trouve qu'il y a une grosse pression quand tu fais partie d'un groupe ou quand tu essaies de... Enfin, moi, étant au lycée, à Paris, ayant grandi dans des milieux, il y avait plein de groupes et tu avais l'impression que si tu en faisais partie et que tu allais vers un autre groupe, t'étais carrément... Enfin, c'était une trahison ultime et c'était hyper oppressant, comme sensation d'avoir l'impression d'avoir... Plus chacun a son rôle dans le groupe, donc tu peux pas quitter le côté un peu lunaire folle. Si à un moment, tu décides d'être plus... Enfin, tu vois, genre... Et ça, dans ce postulat-là, je comprends. Est-ce que tu l'as eu, du coup, Marine? Oui, moi aussi. Mais en fait, on a grandi un peu dans le même milieu et cette envie d'appartenir à un groupe, mais aussi en même temps de me sentir tellement libre moi-même que de ne pas vouloir appartenir à un groupe et de bouger et d'avoir des amitiés un peu partout et de vivre dans d'autres pays. De quitter la France quelques années et de revenir et de plus me sentir forcément dans ce groupe-là. Ouais. Donc, il y a plein de choses comme ça qui ont fait que... Mais en fait, j'ai compris maintenant, avec un peu plus d'expérience, que je privilégie les amitiés sincères et les 2-3 personnes à chaque fois que je vais voir, plutôt que le groupe. Ouais. Et oui, je ne suis pas invitée l'été à partir avec tout ce groupe-là, dont mes meilleurs amis font partie. Ouais. Mais en fait, j'ai compris que c'était OK, que finalement, ça me convenait même pas forcément, quoi. Ouais, de ouf. Que j'aimais ma solitude et que j'aimais ma spontanéité et finalement, je l'accepte. Et j'ai compris pourquoi j'appartenais pas à des groupes. T'as trop de sagesse, Marine, franchement. Ouais. C'est vraiment pourquoi parce que tu dis que tu as compris pourquoi pour toi. Parce que, déjà, je sais pas forcément tenir mes engagements. Finalement, on retire. Donc, sagesse, c'est pas trop. Non, mais en fait, c'est-à-dire que j'aime bien dire oui, je vais venir dans 6 mois à quelque chose. Et puis, en fait,
Le jour J, j'ai plus envie d'y aller. En fait, j'ai d'autres trucs. Anxiété sociale, pas envie de dépenser tout mon argent. Pas d'argent. Un énorme projet artistique qui arrive, un élan de créativité, mes règles, enfin... plein de choses. Plein de raisons. Ouais, c'est vraiment ce besoin de me sentir libre, quoi. Et je trouve que quand t'es dans un groupe, mais même quand t'es en couple, enfin bon, bref. En fait, finalement, l'engagement, quoi. En fait, l'engagement. Non, mais l'engagement, voilà, c'est ça. Seul avec mes pieds et mes chats. Voilà. Saturne. Avec Saturne, planète de la sagesse. Mais ouais, je pense qu'il y a de ça, quoi, de pas vouloir... de l'engagement. Ouais, ok. L'engagement. Juste la sauvage et libre. Sauvage et libre, on adore. Alors, comme d'habitude, comme à chaque épisode, Camille nous réserve un challenge. C'est le Femtasy à tester. Tout à fait. Le Femtasy à tester, c'est le moment où, en diguant sur les internets, je me suis rendu compte qu'il y avait une tripotée de petites pratiques méconnues, mais aussi des fantasmes qui revenaient en masse. Et vu que l'on a une invitée de choix, pourquoi ne pas les faire tester ? Et pour notre chère Marine, j'ai eu la curiosité un peu coquine et je me suis demandé quel était le lieu le plus surprenant dans lequel tu nous avais fait des petites cochonneries. Est-ce que tu te sentirais de nous en parler ? Alors, tous les ingrédients doivent être réunis pour cette petite escapade. Oh là là. La première étant d'être avec une personne qui sait grimper aux arbres. Voilà. Donc, si le métier est autour de l'escalade ou de l'élagage, qu'il y a ça va être en hauteur et qu'il y a corde et harnais, vous pouvez partir avec moi dans l'aventure. Donc, je sortais avec un élagueur, voilà, un homme, je ne citerai pas son nom, mais j'aimerais bien qu'il se reconnaisse. Dédicace. Dédicace à... Et donc, nous étions en vacances en Australie, en plein milieu de Sydney. Donc, il y a un grand parc dont j'ai perdu le nom. J'ai envie de dire Hyde Park, mais je ne crois pas. Bref, on était à Sydney, dans un parc en plein milieu de la ville. Et on allait à une soirée. Et en marchant dans ce parc... il me dit, tiens, regarde cet arbre, il est pas mal. Est-ce que ça te dit de monter dedans et de faire l'amour ? Dans un arbre ? Dans un arbre. Au milieu d'une forêt où Au les gens milieu du parc. D'accord. Du parc de la ville. Et quel type d'arbre on est sur ? C'était un sorte de ficus. Il y a beaucoup de ficus en Australie. Donc, c'est un peu des arbres avec des racines complètement dingues, un peu des racines très basses. Voilà, assez basses, qui tombent de l'arbre. Vraiment un tronc qui peut un peu s'étaler, un peu fin, mais c'est des vieux arbres qui sont pas forcément très hauts. D'accord. Et tu peux facilement grimper dedans, quoi. Donc, soit tu peux vraiment décider de prendre ton harnais et de monter très très haut dans un arbre à 50 mètres, ce qui nous est aussi arrivé. Mais là, on n'a pas fait l'amour, mais bon, c'est possible, j'imagine, de le faire. Mais là, on est allé dans un arbre accessible. Ok. Et donc, on était à 2 mètres, je pense, 2,50 mètres du sol. Quand même, ouais. Vraiment, on va dire, à un endroit où on appelle ça une fourche. Donc, c'est là où plusieurs branches se rejoignent. Ouais. Donc, ça te faisait une sorte de petite plateforme. Et donc, j'étais à genoux, on va dire, adossée à une branche. Il était derrière moi comment on appelle ça ? En levrette. Alors, t'es là... Je suis accrochée à une branche, les pieds sur la fourche de l'arbre, donc là où tu as toutes les branches qui se rejoignent. Parti. J'ai les genoux sur la branche. Ouais, d'accord. Je suis un peu accrochée à la branche. Pas tomber quand même, tu vois ce que je veux dire. Tu me le décris. Mais en fait, j'avais pas du tout peur. J'étais avec mon élagueur, quoi. Donc avec mon Tarzan, tout va bien, quoi. Et puis lui qui me prend en levrette. Et en fait, je regardais les gens passer en bas. C'était trop drôle parce que je voyais les gens marcher, parler. Et donc, j'étais au-dessus d'eux et je me faisais prendre en levrette. Et j'ai absolument pas... C'était pas la meilleure fois de ma vie avec ce mec, évidemment, mais c'était trop drôle, quoi. Et c'était là, genre, waouh, complètement lunaire comme situation. Est-ce qu'on a tenté une deuxième posture ou c'était impossible. Non, c'était que la levrette. C'était que la levrette. Et puis ensuite, on est redescendu pépouze et puis on est allé à notre soirée. Est-ce que tu penses que des gens vous ont cramé ? Pas du tout. Pas du tout. Toi, tu les voyais, eux, ils ne vous voyaient pas. Exactement. En fait, les gens ne peuvent pas se dire, tiens, il y a un couple qui fait l'amour sur un arbre. Tu vois, tu te dis pas ça, tu vas dans ta vie de tous les jours. Donc, on était vraiment complètement anonymes. Et franchement, est-ce que c'est nous qui attribuons la note, du coup ?
Ah non, bah ça se fait pas quand C'est même. toi, du coup. Si tu devais noter l'expérience, tu mettrais un combien sur 10? Alors, sur le fun, 10 sur 10. Ouais. Sur le plaisir, aucune idée, aucun souvenir. Donc, en dessous de 5. Ouais, probablement. Ouais. Si on se souvient Voilà. pas, c'est pas... Si on se souvient pas, c'est généralement moyen. C'était fun, mais c'était que fun, on va dire. Voilà. Bon, ces genres d'anecdotes, t'es quand même fière de les avoir. Parce que le 2 mètres au-dessus des arbres, c'est pas mal. En fait, ça peut être très romantique, disons-le. Mais je pense que dès que tu passes en... Enfin, la position, ça joue quand même sur le romantisme et la levrette dans les arbres. C'est un côté très primal, quoi. Mais j'aime bien. Ouais, c'est ça. Canon. Et toi, Camille? Bon, alors moi, elle est entre le bizarre un peu glauque et entre le excitant. Mais je me suis dit que c'était le lieu le plus original où je l'ai fait. Mon petit copain de l'époque était hospitalisé parce qu'il s'était blessé. Oh non, et mais du dis coup, pas que c'est ce que je crois. Ah si, et du coup, je n'étais pas autorisée à rester la nuit, mais bien évidemment, moi, pro-chevalière, je lui ai dit, je vais me cacher sous le lit, et il passait la nuit. Donc du coup, l'infirmière... Le lit, mais quel lit? Un lit d'un patient? Du coup, non, il était à l'hôpital, enfin vraiment, il est resté la nuit. Ouais. Du coup, je me cache, l'infirmière passe, Camille est bien partie, elle connaissait même mon prénom tellement j'y étais souvent. Il dit bien évidemment, alors que j'étais comme ça, paralysée en dessous. Et là, en fait, je ne pouvais plus partir, du coup, pour le reste de la nuit, étant donné que c'était au minimum jusqu'au lendemain matin. Et donc, il nous restait 13 heures à occuper avec lui blessé sur son lit et moi en dessous, avec des rondes quand même d'infirmières qui venaient régulièrement vérifier s'il allait bien, enfin de la classique quand on est dans un hôpital. Et entre ces petits laps de temps, il y avait des petites courtes mais intenses petite baise, oui, il faut le dire comme ça, qui allait courte mais intense, petite baise, un peu missionnaire. Mais vu que c'était ponctué, il fallait s'occuper parce qu'en fait, je ne voulais pas dormir. Et ben, on a fait 13 heures de 5 minutes parce que c'était très court. Et donc, à chaque fois, je devais me jeter sous le lit quand l'infirmière était là. Est-ce que vous êtes vraiment seule? Et je me rejetais et je revenais. Et une nuit entière dans un hôpital, déjà, c'est assez angoissant. Heureusement que je l'aimais très, très fort, vraiment. Rappelle-toi ce que j'ai enduré. Et non, pareil, pour l'anecdote, je mets 10 parce que c'est quand même hyper... Mais après, l'hôpital n'est pas forcément le lieu le plus sexy que l'on puisse trouver. Mais pour le fun, je mettrais vraiment 10. Et pour l'action... Franchement, on est sur un 3. Désolée. RIP à ton âme. C'est ça que je suis plus avec toi. Ça balance les bails. Alors, honnêtement, moi, j'ai un truc un peu classique, je vous avoue. Je suis pas trop aventurière sur ce côté-là. Moi, il y a eu l'histoire dans les toilettes des trains, quoi. Oh, pas mal. Voilà. Et franchement, l'expérience toilette, c'est marrant parce que la promiscuité, en fait, je la trouve chouette. C'est vraiment dans un espace tout petit. Faut être créatif dans les positions, tralala. Mais après, l'odeur, l'ambiance, c'est pas ouf. Moi, le côté, on peut se faire surprendre, etc. J'aime bien jusqu'au moment où ça devient la réalité, tu vois. J'aime bien dans l'idée, je me suis dit, on va se retrouver aux toilettes. Et puis ensuite, dès que tu commences à entendre des gens et des gens qui toquent, là, moi, ça me coupe l'envie, mais cache, tu vois. Parce que je me dis, j'ai pas envie de les mettre mal à l'aise. Imagine, c'est des enfants. Voilà. Donc, en fait, lieu improbable, certes, mais danger du risque moyen. Donc, je dirais, franchement, c'était un petit 4. C'est comme ce mythe un peu du... Hide My Club, là, le truc dans l'avion, je me dis, c'est impossible. En plus, quand on voit la promiscuité des shots, des avions, pourquoi faire ça? Oui, puis c'est pas sympa. Ça n'est pas sympa de faire attendre des gens qui veulent aller aux toilettes dans un avion. J'aurais même pas dit ça pour ça, désolée, mais j'ai jamais pensé à la queue des gens qui avaient envie d'aller aux toilettes. Mais c'est vrai. Il y en a pas beaucoup quand même dans les avions. Pas noté. Si j'ai dit un 4 sur 10. 4 sur 10. Un petit 4. Moyen. Pas ouf. Moyen. Ok, trop bien. C'est le moment de la question de la communauté. On a reçu une petite question qui est en rapport au complexe. Et donc là, au complexe, ils sont liés à une certaine pratique qui est l'anal. Parce que l'anal reste une des pratiques les plus en vogue, on va dire, ou en tout cas, lorsqu'on veut aller dans du sexe un peu plus pimenté. Je mets bien... là, je suis en train de faire des air quotes, donc guillemets, pimenté, parce qu'on n'aime pas trop ce terme. Mais mine de rien, voilà, on va vers l'anal. Et évidemment, on parle de cul, donc on parle de popo. Et donc là, la question, c'était est-ce que la sodomie peut laisser des traces de... étoile. Donc, popo, j'imagine. Je vais arrêter de dire ce mot parce que je pense que l'algorithme va être là. Ok, cette meuf. Mais je l'aime bien. Escato. Voilà. Donc, est-ce que la sodomie peut laisser des traces de caca? Qui veut commencer?
Bien sûr, enfin j'ai envie de dire que c'est évident. C'est évident le truc. Et on pourrait parler du complexe aussi des odeurs, parce que du coup ça vient aussi avec l'anal, parce que c'est vrai qu'on a souvent peur, mais évidemment on sait que c'est un trou qui aussi a plusieurs options. Donc bien évidemment qu'il peut y avoir des odeurs, bien évidemment qu'il peut y avoir des choses qui arrivent avec, et je pense que c'est normal et ça fait aussi partie de la pratique. Et c'est aussi pour ça qu'il faut le faire bien, qu'il faut le faire préparer, il faut en avoir bien parlé, mais bien évidemment que ça peut venir avec. Et surtout les premières fois. Quand tu penses que ça, quand tu sais pas te préparer, quand tu connais pas, quand tu sais pas te préparer, quand c'est tes premières fois, voilà, l'accident, si on peut appeler ça accident, arrive. Tant que ça se passe bien avec le partenaire, ou la partenaire, et qu'on en rigole, et voilà, ok. Mais ça peut être très gênant aussi, en effet, quoi. Ça peut être gênant, mais moi, je dirais, la responsabilité du sexe anal, les deux partenaires, en fait, toutes les personnes. Donc, ça veut dire, c'est OK, bon, c'est peut-être, si c'est avec un mec et que t'es une meuf, c'est ton anus, mais c'est sa bite. Hein. Donc, en soi, s'il y a du caca dessus, voilà, je veux dire, c'est la faute à la pratique, mais c'est même pas une faute, encore une fois, c'est un accident qui arrive, et on peut se préparer. On peut faire la douche anale, la poire, voilà, la c'est petite ça. poire. C'est ça. Donc, c'est possible de se préparer pour limiter le risque. La papasse. Donc, c'est possible de limiter les risques, mais encore une fois, si ça arrive, ça va, c'est pas grave. Tout va bien se passer. Je sais que c'est un moment un peu gênant, mais au pire du pire, de toute façon, protégez-vous en général. Mais voilà, si tu utilises une capote, il y a peut-être un peu moins le côté gênant. Bref. Tout va bien, ça va bien se passer. Prenez risque de l'anal, ça fait partie du DEL, quoi. C'est comme ça. Oui. Et puis, il y a plein de techniques. Enfin, franchement, j'ai beaucoup réfléchi à la question, mais tout ce qui est alimentation, les jours avant, tu vois, de bien te laver et tout, en effet, ça peut vraiment éviter si vous allez de ne pas manger un McDo juste avant, genre... pas, quoi. 3 heures avant de pratiquer le sexe anal, tu vas pas manger un McDo, quoi. Tu sais qu'il peut y avoir des problématiques. Voilà, des problématiques. Alors que du bon riz, c'est nickel, ça passe. Voilà. Ça passe. Voilà, le sexe anal. Merci pour la question de la commu, on adore. Merci beaucoup Marine, merci Camille pour cet épisode riche en émotions. C'était Débauche, le podcast original Femtasy. Si vous souhaitez découvrir l'audio recommandé par Marine, vous pouvez cliquez sur le lien en description de l'épisode. Et puis, tant qu'à faire, prenez votre temps, explorez la plateforme. Plus de 300 audios canons, mettez-vous à l'aise. Ça va être rock'n'roll. Allez, bisous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Ciao. Merci beaucoup. Je me souviens que déjà, quand j'étais au lycée, j'avais un pote qui me voulait... je lui avais demandé comment on branle un mec, en fait. Et je me souviens qu'il avait utilisé une colle U pour me montrer un petit peu. J'étais à mes frères, oui, mais tu décalotes. Et là, il y a ça. Et là, le machin. Et je stressais sa mère. Là, je me dis, une chatte, je la connais, j'ai la même.